Éric Branca, merci d'avoir accepté de passer ce moment pour nos auditeurs et téléspectateurs pour parler de votre dernier livre, le roman des damnés, publié aux éditions Perrin, dont le sous-titre est « Ces nazis au service des vainqueurs après 1945 ». Alors, je voudrais dire d'abord que vous avez bien du mérite de vous être plongé dans ces biographies d'hommes et de femmes au destin incroyable et le plus souvent peu ragoûtant. Donc, s'intéresser aux grands hommes est une chose, s'intéresser à des personnes qui ont eu un parcours contestable en est une autre. Mais je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il y a de ces femmes et ces hommes que nous ne connaissons pas forcément, qui n'ont pas fait les grands titres des journaux ni de l'histoire. En revanche, il y en a d'autres dont on a plus entendu parler, Werner von Braun, évidemment, et Albert Speer. Et j'aimerais bien, peut-être dans un premier temps, Éric, que vous nous parliez un peu d'Albert Speer, parce que il est sorti plus noir à la lecture, pour ce qui me concerne en tout cas, que je l'imaginais au prime abord, parce que c'est l'architecte, certes en charge de l'économie de guerre, mais on ne connaît pas beaucoup la face cachée d'Albert Speer. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Speer, on doit le résumer d'un mot, c'est un dissimulateur. Ouais. Et c'est un dissimulateur de génie. Speer est, vous l'avez rappelé, l'architecte d'Hitler, il est connu pour ses monuments grandioses, il a été le ministre de la Production, et il est l'acquitté le plus célèbre. Oui. Enfin, pas l'acquitté, parce qu'il fait 20 ans de prison, mais il échappe à la corde, alors que tout aurait dû le conduire à la corde, puisqu'il avait été pendant de 1942 à 1945 à la tête d'une main-d'œuvre d'esclaves. À peu près 10 millions de prisonniers de guerre, de déportés du travail et de déportés des camps de concentration, travaillaient pour la machine de guerre allemande, suivant les rythmes qu'il avait décidés. Le génie de Speer a été d'organiser sa propre défense avant même la chute du Reich. C'est-à-dire qu'à partir de l'été 1944, il a mis au point, il a trié ses archives et il a mis au point ce qu'il allait transmettre aux Alliés, en se rendant aux Alliés au mois de mai suivant de 1945. Donc on a l'exemple très rare de quelqu'un qui sait qu'il risque gros, qu'il est promis aux pires ennuis, mais qui commence à élaborer sa défense à ce moment-là. Et donc il va dissimuler des choses essentielles. La chose la plus terrible est sa participation, qui est maintenant attestée, au discours de Posen d'octobre 1943, à l'occasion duquel Himmler décrit la solution finale. La décrit par le menu. Explique d'ailleurs qu'il n'y a plus de juifs en Allemagne et que maintenant il va falloir s'occuper de ceux d'Europe centrale. On a beaucoup glosé sur la conférence de Wannsee, mais il y a peu de preuves de la conférence de Wannsee. Elles ont été détruites. Elles existent, mais elles sont peu tangibles. Alors que le discours de Posen a été enregistré, donc il n'y a pas plus évident que cela, c'est la réponse à tous les révisionnismes possibles, et surtout, il y avait 40 témoins, qui étaient les gens les plus importants du Reich, les Gauleiter, les Reichsleiter, et bien sûr les principaux ministres, dont celui de la production, Albert Speer, qui venait de succéder à Todt, de l'organisation du même nom. Et Speer a eu un argument comique quand on a évoqué sa présence à Posen, il expliquait qu'il s'était absenté. Mais il n'a pas eu la curiosité de demander à ceux qui, eux, ne s'étaient pas absentés, ce qui s'était dit. Or, on a pu reconstituer, après-guerre, ce qui avait été son emploi du temps, grâce à son chauffeur, grâce à son pilote, et on sait qu'il a assisté à tout. Et on sait que lorsqu'il a donné l'ordre d'accélérer les cadences dans ce qu'on appelait les Speer-Betrieb, les entreprises Speer, à partir de 1943, il savait parfaitement à quoi étaient destinés les gens qui en étaient les victimes. C'est-à-dire que quand ils ne travaillaient pas assez, ils étaient envoyés à la mort. Il le savait donc parfaitement. Eh bien, il a réussi à dissimuler tout ça. Et il a réussi à dissimuler tout ça à Nuremberg même, grâce d'une part au dossier, à son propre dossier d'accusation qui, comme je l'ai dit, qu'il leur avait transmis, mais aussi grâce à une tactique tout à fait étonnante.
qu'un avocat comme Jacques Vergès, qui s'intéressait beaucoup à ces questions, a appelé la stratégie de connivence, contrairement à la stratégie de rupture. Il a dit, mais au fond, vous avez raison, et j'étais au courant de beaucoup de choses, mais j'ai un seul défaut, c'est de ne pas avoir été plus curieux. Et donc, il a plaidé le fait qu'il n'avait pas été assez curieux. Et à partir de là, il y a eu un glissement, et il est devenu moins un accusé qu'un témoin. Et on l'a vu, notamment, accuser ses subordonnés. Des gens qui avaient exécuté parfaitement bien les ordres qu'il avait donnés, et qui, eux, ont fini au bout d'une corde. Et lui a fait 20 ans de prison. 20 ans de prison, je le raconte, dans des conditions tout à fait très peu connues et tout à fait extraordinaires. On ne devait pas confisquer ses biens, il était donc resté extrêmement riche. Extrêmement riche. C'est ça qu'on découvre, qui est incroyable. Il avait... il n'était pas anormal qu'il garde ses biens parce qu'il avait gagné cet argent par les constructions et les contrats d'État qu'il avait eus dans des conditions qu'on peut critiquer, mais enfin ça... Bon. Mais il était resté très riche alors que tous les autres avaient vu leurs biens confisqués. Mais surtout, il s'était enrichi grâce à des trafics d'œuvres d'art et notamment volés à des juifs. Et il a vécu sur un grand pied grâce à ses œuvres qu'il revendait au marché noir ou à des collectionneurs, mais aussi à des croquis d'Adolf Hitler qu'il avait gardés et qu'il monnayait, et qu'il a monnayé jusqu'à sa mort. Et alors, quel est le dernier Speer quand il sort de prison? Quelle est sa vie? Qu'est-ce qu'il fait? Il est un écrivain à succès, puisqu'il a, à Spandau, pendant les 20 ans de détention, il a écrit ses mémoires, au cœur du Troisième Reich, et puis plusieurs livres. Il a filé à la métaphore jusqu'au bout, il en a écrit au moins 5 ou 6. Et puis, il a donné des conférences, il a été invité dans toutes les télés et tous les documentaires possibles et imaginables de l'époque. Vous le voyez notamment dans des séries américaines qui passaient à la télévision, vous le voyez en Grande-Bretagne. C'est un très bon client puisqu'il parle anglais couramment. Et il est vraiment devenu un témoin. Mais il a continué à gérer la fortune secrète qu'il avait accumulée, tout en donnant un peu à un fonds caritatif de survivants de la Shoah, qui ignorait complètement le côté sombre du personnage. Et il avait même réussi à abuser quelqu'un comme Simon Wiesenthal, le célèbre chasseur de nazis, qui... dans plusieurs papiers, expliquait qu'il fallait maintenant lui pardonner, qu'il avait compris ce qu'il avait fait. Enfin, il ne savait pas ce qu'il avait fait. Et depuis quand on connaît la vérité sur Speer? Depuis un historien allemand des années 80 qui a fait une thèse d'État de plus de 1000 pages qui n'a jamais été publiée sauf sous forme de résumé et qui explique et qui a rencontré les gens qui avaient aidé Speer après la guerre, et notamment l'un de ses associés de son cabinet d'architecte qui avait géré ses affaires pendant qu'il était en prison. Et Speer, en plus de tout ce que j'ai dit, était avare et peu reconnaissant, et a laissé tomber ce personnage. Et ce personnage s'est mis à déballer. Et il a déballé auprès de cet historien, pas seulement en parole, en lui donnant des tonnes de documents. Merci encore. Alors, moi, j'aurais une question à vous poser qui transparaît à travers ce formidable livre. Ce sont certains aspects économiques auxquels on ne pense pas toujours. Et notamment, j'aimerais que vous nous éclairiez sur deux aspects. D'abord, je lis que beaucoup d'entreprises allemandes ont anticipé la défaite et transféré leurs avoirs, leurs sièges, leurs brevets et inventions, notamment en Suède, dès 1943, pour préparer la suite et la reconstruction de l'industrie allemande. Donc j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. Et le deuxième aspect d'histoire économique qui est absolument passionnant, c'est cette collaboration entre certaines entreprises allemandes et des entreprises américaines et britanniques qui continuent, y compris après Pearl Harbor et l'entrée des États-Unis dans la guerre. Et souvent, ces liens se font en France. Absolument. Alors, en fait, les deux questions sont très liées. Oui. Vous avez raison de les lier parce qu'elles le sont. Historiquement,
les rapports entre l'industrie et surtout la finance anglo-saxonne et l'industrie allemande commencent dès 1918-1919. Le principal, la puissance qui impulse cette tendance sont les Britanniques. Pourquoi? Parce qu'en 1919, les Britanniques n'ont qu'une peur, c'est que la France devienne ce qu'elle aurait dû devenir, la première puissance du continent. Et donc, il y a le vieux principe de la balance of powers qui va s'exprimer. On va tout faire pour que les Allemands puissent payer les réparations, dans un premier temps. C'est notamment ce que pense Keynes. Exactement, tendance Keynes. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, abaisser ces réparations jusqu'à ce qu'elles ne représentent pratiquement plus rien. Et puis dans un troisième temps, et c'est là que ça devient intéressant, car on se place aux alentours de 1933, on va aider les Allemands à se développer, puisque maintenant ils ont la capacité de payer, ayant empêché la France de toucher son dû. Deux personnages sont essentiels. Hjalmar Schacht, qui est le patron de la Bundesbank dans les années 20, et qui va le rester sous Hitler, en même temps qu'il va devenir ministre de l'économie du Reich, jusqu'en 1938, et puis un Britannique, qui n'est personne d'autre que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Montagu Norman. Montagu Norman et Schacht se connaissent depuis avant la guerre de 14. Montagu Norman a cette particularité de détester deux groupes humains, les Juifs et les Français. Dans les papiers qu'on a découverts de lui, il y a des choses absolument terribles. Il dit qu'il faut en finir avec les Juifs et avec les Français. Et donc, Schacht pense à peu près la même chose, ils ont fait pour s'entendre. Et quand Schacht va prendre en charge la Reichsbank, pas la Bundesbank, la Reichsbank, en 1923, il va se trouver en une véritable complicité d'objectifs avec Montagu Norman, qui veut développer ses relations, et notamment les investissements britanniques et américains aussi, en Allemagne, pour relever l'Allemagne. Et ils vont faire cette action conjointe qui va avoir des conséquences géopolitiques terribles, c'est qu'ils vont jouer contre le franc pour faire en sorte que Poincaré évacue la Ruhr qu'il avait occupée en 1922, puisque les Allemands étaient en défaut de paiement. Et donc, cette collaboration va continuer jusqu'en 1932-33. Et Montagu Norman va avoir un rôle essentiel dans un cercle d'industriels allemands et américains qu'on appelle le cercle Kepler, du nom de son fondateur, qui était un banquier allemand du nom de Kepler, rien à voir avec l'astronome, qui s'appelait le cercle de l'économie, on l'appelait le cercle Kepler ou le cercle de l'économie, et qui va être à l'origine d'une chose très connue, c'est l'appel des 25 plus gros industriels et banquiers allemands à Adolf Hitler. Enfin, l'appel lancé à Hindenburg pour qu'il fasse d'Hitler le chancelier le 30 janvier 1933. Et tout ça avec la complicité de Montagu Norman, qui a promis à ces industriels une aide massive des capitaux anglo-américains. Pourquoi américains? Parce qu'il se trouve être en même temps le patron de la Banque des règlements internationaux, qui a été créée au même moment pour gérer l'affaire des réparations. Donc il a un rôle essentiel dans tout le monde de la finance anglo-saxonne. Et lorsqu'Hitler, arrivé au pouvoir en janvier, va émettre son premier emprunt international en mars, la Banque d'Angleterre va se porter garante. Incroyable. Et donc, il va y avoir un paradoxe tout à fait incroyable, qui est que, officiellement, le régime hitlérien est autarcique. Alors, pour la consommation intérieure, etc., on ne consomme que des produits allemands, on n'importe pas. Mais du point de vue des capitaux, il va y avoir une imprégnation et des prises de participation croisées entre les grandes boîtes américaines et les grandes boîtes allemandes et les grandes boîtes anglaises. Donc, tout ça ne va pas s'arrêter en 1940, ni même en 1941. Puisque, comme vous l'avez rappelé, beaucoup de sièges d'entreprises beaucoup de succursales sont développées sont installées en Suisse. Un exemple, à partir de décembre 1941, il n'y a plus de rapport théorique entre les États-Unis et l'Allemagne. Eh bien, les camions Ford vont continuer, les succursales de Ford qui étaient en Allemagne vont continuer à produire des camions qui vont être sur le front de l'Est et utilisés contre les Russes sur le front de l'Est. Les Russes les Soviétiques qui achèteront aussi des camions à Ford pour se défendre contre les Allemands. Et les salariés de ces firmes, de ces succursales allemandes américaines installées en Allemagne seront payés via la Suisse. Incroyable. Donc ça, c'est une chose qu'il faut connaître. Mais il y a quelque chose de pire peut-être.
c'est que, et là on va en venir à votre autre question sur la France, c'est que deux ou trois conquêtes importantes d'Hitler, l'une pacifique avec la Tchécoslovaquie, l'autre moins pacifique, la Pologne, ont été le fait de cette collaboration économique. Je ne suis peut-être pas très clair, mais je vais l'être davantage maintenant. S'agissant de la Tchécoslovaquie, il y avait une entreprise très importante qui s'appelait Skoda, entreprise de construction mécanique qui se trouvait dans les Sudètes. Cette entreprise avait été autrichienne avant 1918, est devenue tchèque au moment du traité de Versailles et du démantèlement de l'Empire austro-hongrois. Elle aurait dû en réalité être en Allemagne. Mais c'est Eugène Schneider qui a fait pression au moment de la négociation du traité de Versailles pour que cette usine, pour pouvoir racheter cette usine et l'implanter là. Quand en 1938, Hitler vise les Sudètes, il vise les Sudètes parce qu'il y a une minorité allemande, ça c'est une raison, mais ce n'est pas la seule, et ce n'est pas la principale. La principale, c'est qu'il y a le fleuron de l'industrie mécanique tchèque qui se trouve dans le pays des Sudètes. Et d'armement. Qu'il y a du charbon et qu'il y a du minerai de fer, c'est-à-dire de quoi faire un bon complexe sidérurgique. Et à partir de 1937, un homme dont je parle dans mon livre qui s'appelle Aschenbach, qui sera le numéro 3 de l'ambassade d'Allemagne en France pendant l'occupation, est en France l'envoyé du patronat allemand pour négocier avec le patronat français des prises de participation. Et il va convaincre Schneider de laisser racheter l'usine Skoda et tout le complexe métallurgique qui l'entoure par la Dresdner Bank et par un consortium d'industriels allemands. Ça se passe en 1938, tout juste avant Munich. Et donc il y a déjà une collaboration économique, avant même qu'il y ait une collaboration politique, après la défaite de la France. Et quand Hitler entre dans les Sudètes, eh bien, il récupère des choses qu'on lui a vendues. Alors ça, c'est un exemple. Et le deuxième exemple, c'est la Pologne, car les Allemands avaient un besoin urgent d'essence pour faire la guerre, donc d'essence synthétique, et de caoutchouc qui ne pouvait être que synthétique, puisque la guerre allait évidemment interrompre les relations commerciales internationales. Et donc ils ont fait appel, pour mettre au point cette technologie, l'IG Farben, qui était la grande entreprise chimique allemande, a fait appel à Rockefeller et à son entreprise pétrolière. Et il y a une collaboration dès les années 30 entre l'IG Farben d'une part et l'entreprise de Rockefeller pour mettre au point ces brevets d'essence synthétique et de caoutchouc synthétique. Or, il fallait pour ça un complexe immédiatement voisin de l'Allemagne, c'est la Silésie, qui est en Pologne, parce qu'il y a beaucoup de fer et parce qu'il y a beaucoup de charbon, et que dans les plans d'invasion de la Pologne, cet aspect de matière première était absolument essentiel. Essentiel. Et donc on peut dire que le grand capital, comme diraient les communistes, a incontestablement prêté la main à des entreprises de conquête. Merci pour cet éclairage très intéressant. Si je peux me permettre, vous devriez écrire un livre là-dessus. Parce que c'est un sujet qui transparaît dans certaines biographies, notamment celle de Chartres, mais je pense que ça mériterait un livre à soi seul, parce que, notamment sur la période de l'entre-deux-guerres, ces questions-là sont peu connues. On sait par exemple que Keynes, qui était envoyé pendant l'hiver 18-19 en Allemagne, par une délégation britannique, donc qui représente le trésor britannique, pour éviter que l'Allemagne soit ravagée par la famine. Et donc il faut donner des crédits d'urgence à l'Allemagne, ce que fait cette mission. Et c'est là où il rencontre un banquier allemand dont la petite histoire dit, d'ailleurs il l'écrira lui-même dans un écrit qui ne sera lu qu'après sa mort, parce qu'il est tombé amoureux de ce banquier allemand, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle après il quitte la délégation britannique
à la conférence de la paix, j'ignorais complètement à la conférence de la paix de Versailles. Et ça, c'est pas des racontars, parce qu'il l'écrit lui-même. C'est d'ailleurs un court texte qui a été lu devant le groupe de Bloomsbury, qui a été traduit en français et qui est tout à fait disponible. Et c'est une histoire assez incroyable, puisque après il démissionne de la délégation britannique à la conférence de la paix parce qu'il trouve qu'on est trop dur vis-à-vis de l'Allemagne, et son biographe britannique qui a pondu 2 volumes qui n'ont pas été traduits en français sur sa vie incroyable, qui s'appelle Skidelsky. Il dit, pour Keynes, la rencontre avec ce financier allemand a été plus importante que toutes les souffrances qu'ont endurées les Français et les régions françaises sinistrées par la guerre de 14. Et d'ailleurs, pendant la conférence de la paix, Clémenceau veut qu'on promène les délégations américaines et allemandes en Alsace-Lorraine et dans le Nord-Pas-de-Calais pour voir les dévastations de la guerre et le sabotage économique qui a été fait dans les mines, dans les industries sidérurgiques, etc. Et les Britanniques, comme les Américains, ne veulent pas y aller, parce qu'ils ne veulent pas être influencés pour ne pas trop maltraiter, entre guillemets, l'Allemagne. C'est une histoire assez peu connue. Et d'ailleurs, il y a un témoignage très intéressant d'un ami de Raymond Aron qui, le premier, a démonté le livre de Keynes qui s'appelle Les conséquences économiques de la paix, qui a été un immense succès. Et donc c'est un normalien de la génération Aron qui est allé dans les universités américaines avant la guerre et qui a écrit ce livre en anglais, qui a été publié aux États-Unis, qui n'a été traduit en français qu'après la Deuxième Guerre mondiale, avec une préface de Raymond Aron. Et cet homme a un destin absolument incroyable, puisque c'était le fils du diplomate qui avait été le secrétaire de la conférence de la paix de Versailles, et il s'engage dans la France libre. Il croise l'amiral de Gaulle le jour quelques jours après, oui, au moment de la libération de Paris, puisque l'amiral de Gaulle ira recueillir la reddition du détachement allemand au Palais Bourbon au risque de sa vie. Et ce type absolument incroyable poursuit avec la 2e DB vers l'Allemagne, et il sera tué pendant la campagne d'Alsace en décembre 1944. Donc c'est un destin absolument incroyable. Voilà, en tout cas, si je peux vous inciter à écrire ce livre, je pense que c'est absolument indispensable. Écoutez, je vais peut-être dévoiler un secret. Oui. Alors, c'est pas tout à fait ce livre-là, Oui. mais le prochain sera consacré, je suis en train de l'écrire en ce moment, au rapport extrêmement étrange entre la Grande-Bretagne de l'entre-deux-guerres et l'Allemagne nazie. On est en plein dans le sujet. Et nous sommes dans le sujet, et c'est en creux un hymne à Churchill. Oui. Parce que si Churchill n'avait pas été là, on aurait été extrêmement prêt en 1940 à avoir une paix séparée. Il y a beaucoup d'historiens qui travaillent là. L'establishment était pro-nazi. Absolument. Voilà. Totalement pro-nazi. Et Churchill était vraiment, on lui doit beaucoup plus qu'on ne croit. Beaucoup plus qu'on ne croit. Notamment cette période absolument décisive entre le 10 mai 1940 et l'armistice de la France, le 24 juin 1940. C'est une période décisive qui a failli vraiment voir la Grande-Bretagne basculer. Churchill n'était même pas sûr d'avoir la majorité au cabinet de guerre. Et c'était en fait la conclusion d'une espèce d'aveuglement d'un côté et d'une féroce volonté d'Hitler de ménager la Grande-Bretagne. Alors peut-être, avant de conclure, 2 mots de Werner von Braun. Alors Werner von Braun, c'est un peu différent parce que je ne traite dans ce livre que de gens qui ont une responsabilité éminente, qui ont été responsables de politique. C'est un scientifique de génie absolu, ça c'est incontestable, on ne serait pas allé sur la Lune sans lui. Bon, et il n'est pas question de dire que parce qu'il a perdu, il a plus de responsabilité avec l'inventeur de la bombe atomique, qui a tué beaucoup plus de gens que les V2. La question n'est pas là, c'est que cet homme, comme Speer, et pour réussir, a été lui aussi, ce sont les deux d'ailleurs qui ont été les plus consommateurs d'esclaves, à la tête d'une main-d'œuvre concentrationnaire qui était promise à la mort et en toute conscience. Et c'est ça que
je ne dis pas reprocher, parce que je ne suis pas fondé à reprocher quoi que ce soit, j'essaie de raconter une histoire, mais c'est ça qui est très choquant dans cette affaire-là. Et c'est que les Américains, y compris Kennedy, qui est devenu son ami, il y a eu une intimité entre entre le couple Kennedy et le couple von Braun, qui s'est développé à partir du milieu des années 50, quand Kennedy était sénateur. Peu de gens le savent, ça. Kennedy avait une admiration sans borne pour von Braun. Il avait raison, techniquement, c'était un génie. Mais ce personnage est vraiment très contestable, dans la mesure, je le disais, où il a été à la tête du camp de Dora, qui est un camp d'extermination, par le travail. Pas un camp d'extermination par les chambres à gaz, mais par le travail. Bon. Et il le savait. Et le FBI et la CIA ont fait en sorte de bloquer absolument tout ça jusqu'à ce qu'il démissionne de la NASA. Et dans la semaine qui a suivi sa démission de la NASA, la pression s'est relâchée sur la presse et la presse américaine a commencé à sortir des choses assez terribles. Et on les sait. On les connaît grâce à la presse américaine, mais très tardivement. Et d'ailleurs, il en est mort. Il n'a pas supporté. Ah oui. Il est mort quelques années plus tard d'un cancer. Enfin, c'est peut-être pas dû directement à ça, mais il y a une forte coïncidence. Et vraiment, Edgar Hoover veillait à ce que rien ne sorte dans la presse, car des tas de journalistes faisaient leur travail. Mais ils avaient quelques ennuis. Et du jour où von Braun Nixon a arrêté le programme Apollo, il considérait que ça coûtait trop cher, parce qu'il avait d'autres projets après, il voulait aller sur Mars, enfin. Et dès que l'argent s'est tari, on l'a remercié de la NASA, et la presse a fait son travail. Merci beaucoup, Éric Brancat. Donc, je vous rappelle cet excellent livre, Le roman des damnés. Donc, ce sont une dizaine de biographies. 12. Voilà, ça se lit dans le désordre. Il y a de tout. Et vraiment, je ne saurais trop vous le recommander. Merci encore, Éric. Merci.